Bonjour, Hervé Christoffel, membre du Bureau national du SNES-UPFSU. En ce vendredi 24 janvier 2020, il nous est apparu important de faire un point sur le projet de loi présenté aujourd'hui même en Conseil des ministres, afin que chacun puisse s'en faire sa propre opinion, et le cas échéant, le combattre pour en obtenir le retrait, car selon nos analyses, c'est l'ensemble des pensions et des retraites de toutes et tous qui devrait baisser si ce projet de loi était adopté et pousser ceux qui le peuvent vers la capitalisation. Alors, au cours de cette vidéo, je présenterai rapidement les avantages du système actuel, même s'il n'est pas parfait. Puis nous verrons ensuite le système proposé par le gouvernement dans le cadre de la retraite par points. Et enfin, nous évaluerons son impact sur les pensions des fonctionnaires et notamment celles des enseignants et enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Pour conclure, qu'il existe des alternatives, bien sûr, pour un autre projet de réforme qui serait cette fois-ci une harmonisation des pensions vers le haut. Alors, le système actuel. Le système actuel, il a déjà une bonne nouvelle, c'est qu'il est financé. En effet, les projections du corps montrent qu'il est à l'équilibre jusqu'en 2032, avec les différentes réformes qui l'ont amendé jusqu'à ce jour, et qu'il pourrait même être à l'équilibre jusqu'en 2070, donc c'est-à-dire dans 50 ans, si nous acceptions une augmentation modeste des cotisations de l'ordre de 5 points sur cette période, ce qui ferait une augmentation de 0,16 points par an, ce qui est vraiment minime. Donc, pas de souci du côté équilibre économique. Cependant, en effet, le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés variant tous les ans, il est vrai qu'en 2025, il pourrait y avoir un déficit des caisses de retraite, déficit passager, qui pourrait être très bien absorbé par les réserves qui ont été justement prévues à cet effet. Mais le gouvernement met en scène justement ce déficit programmé à l'horizon 2025 pour justifier évidemment des mesures restrictives quant au droit à pension. Le système actuel, il est également public. C'est-à-dire qu'il est non lucratif, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer, de profit à faire sur le système. Il est solidaire, aujourd'hui, entre générations, c'est-à-dire que les actifs payent pour les retraités, et il y a des systèmes de solidarité interne aussi pour que les plus hauts revenus fassent du transfert vers les plus bas revenus. Il est résilient, on l'a vu entre parenthèses, bien sûr, par exemple avec la crise de 2008, où évidemment tous les systèmes par capitalisation se sont effondrés, alors que notre système par répartition, lui, a plutôt bien résisté, même si c'est vrai que derrière, le chômage, la montée du chômage, a aussi mis un peu en déficit momentané les différentes caisses. Il est adapté aux différentes spécificités professionnelles. C'est l'origine, entre autres, on le verra par la suite, des régimes spéciaux, dont celui de la fonction publique qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est un système de haut niveau, puisqu'il permet en effet un taux de remplacement de l'ordre de 75% entre donc, le dernier salaire perçu et la première pension perçue, ce qui permet, on le verra, aux retraités d'avoir un niveau de vie comparable à celui des actifs. Alors, pour donner un exemple et une illustration de ce régime actuel, je vous présente un extrait donc, de ma fiche de salaire de janvier 2019. Donc, on remarque en haut de la colonne à payer le salaire brut salarié, 3 889,40 €. Et on ne va pas détailler toutes les lignes, mais bien qu'elles soient très intéressantes pour comprendre notre système d'assistance sociale actuel. Mais dès la deuxième ligne, on voit, on a retenu PC, retenu pension civile,
hein, c'est la part salariée de la cotisation pour les pensions, et on voit, c'est 421,22, c'est-à-dire 10,83% du salaire brut salarié. Il faut voir que cette part de la cotisation salariée a évolué. Hein, elle était de 7,85% en 2010, et en ce 1er janvier 2020, elle passe à 11,10% pour être harmonisée avec le niveau des cotisations des pensions du privé. Si on voit le point 3, hein, plus bas, on a la contribution PC, pension civile de nouveau. Cette fois-ci, c'est la part employeur de la cotisation, et on voit qu'elle se monte à 2 889,05 €, soit 74,28% du salaire brut salarié. 2 889 €, c'est une belle retraite. Si on y ajoute en plus les 421 € de cotisation salariée, on est à 3 300 €. J'aimerais bien avoir une retraite de ce niveau, et je pense que beaucoup d'entre vous également. Donc, on le voit, en fin de compte, aujourd'hui, un fonctionnaire cotise quasiment pour payer la retraite d'un pensionné de la fonction publique à raison de 1 pour 1. Hein, et on verra qu'en effet, c'est à peu près le ratio qui est actuellement entre le nombre de pensionnés en pension civile par ex-fonctionnaires et le nombre d'actifs fonctionnaires. On a également 2 lignes supplémentaires qui sont les cotisations RAFP. Hein, c'est la retraite additionnelle de la fonction publique qui a été imposée par François Fillon. Et qui, elle, donc, permet de cotiser sur les salaires additionnels, à savoir les primes et également les heures supplémentaires, qu'on appelle heures complémentaires dans l'enseignement supérieur. Et on le voit que cette fois-ci, la part des cotisations, elle est de 5% pour l'agent et de 5% pour l'administration. Hein, donc elle est bien moindre et également pas dans les mêmes proportions que sur le traitement indiciaire. Et donc, en effet, comme nous percevons une prime en janvier et en août dans la fonction publique de l'enseignement supérieur, on voit que les 629 € de prime de la 4e ligne des revenus à payer, eh bien, 5%, ça fait bien 31,77 de cotisation pour la partie salariée et 31,77 pour la partie employeur. Retenons ces chiffres parce que nous allons voir qu'avec le nouveau système, tout ça évolue. Alors, le régime de la fonction publique est un régime spécifique, hein, c'est un régime spécial, puisque en 1946, hein, quand Ambroise Croizat crée la sécurité sociale et son régime général, tout le monde n'intègre pas ce régime général. Puisqu'il existe déjà plusieurs régimes spéciaux qui sont beaucoup plus favorables que ne peut se permettre de le proposer le régime général en 1946. C'est le cas en effet donc, du régime des fonctionnaires, hein, qui sont déjà à 75% de leur dernier traitement. Et on le voit là, on a à peu près aujourd'hui un peu plus de 4 millions de fonctionnaires cotisants, et 3 millions, un peu plus, 3 millions 5 de fonctionnaires retraités, donc des pensionnés, ce qui justifie le fait qu'en effet, on cotise quasiment à hauteur de 1 pour équilibrer la caisse. Et la caisse aujourd'hui des fonctionnaires, même s'il n'y a pas à proprement parler de caisse des fonctionnaires puisque c'est le budget de l'État, mais le CAS pension, hein, la caisse d'affectation spécifique, des fonctionnaires est à l'équilibre, elle est même légèrement bénéficiaire depuis quelques années. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, des régimes spéciaux SNCF, RATP, marins, mineurs, pour une raison entre autres démographique, c'est que par exemple pour les mineurs, il n'y a plus de mineurs actifs, il n'y a que des mineurs retraités. Donc la caisse ne peut pas être à l'équilibre. C'est le cas aussi pour la SNCF, où il y a beaucoup plus de retraités et de pensionnés qu'il n'y a de cotisants. Donc là aussi, on ne peut pas
équilibré. Donc, pour ces raisons démographiques, ces régimes spéciaux, hein, qu'on devrait d'ailleurs appeler plutôt des régimes pionniers, hein, parce qu'ils préexistaient pour la SNCF depuis le 19e siècle. Hein. Voilà, ils sont en effet en régime spécifique, mais on le voit bien aussi, ils représentent une part minime, hein, de l'ensemble des salariés, des cotisants. Et c'est pas eux qui mettent l'ensemble en déficit. C'est un mensonge que de le dire. On le voit également, c'est le cas également des agriculteurs, hein, qui ont beaucoup plus de retraités que de cotisants. Et là aussi, de leur côté, évidemment, leur caisse ne peut pas être à équilibre, d'où le fait aussi qu'ils aient des très petites pensions. Hein, les agriculteurs n'ont pas voulu, en 1946, rentrer dans le régime général parce qu'ils expliquaient qu'ils avaient du patrimoine, des terres, et qu'ils pouvaient subvenir aussi à leurs besoins une fois à la retraite, avec l'exploitation. Et donc, voilà, ils n'ont pas voulu cotiser tout au long de leur vie pour ça. Ça a été le cas aussi des artisans, commerçants et des professions libérales, entre autres les avocats, hein, qui, eux, ont des caisses spécifiques et, pour le coup, qui sont, elles, très bénéficiaires, hein, puisqu'elles ont très peu de retraités par rapport au nombre de cotisants. Et elles ont donc aussi des excédents. On le voit sur le graphique pour le régime général, hein, où avec un peu moins de 20 millions de cotisants, on a environ 14 millions de retraités. Là aussi, on a un équilibre, hein, entre retraités et cotisants. Mais évidemment, les ratios de cotisation ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, en 2018, on a 1,7 actifs pour un retraité. Hein, et en effet, cette variable démographique va changer, puisqu'en 2050, on aura 1,4 actifs pour un retraité, et que si, dans ces conditions, en effet, on n'augmente pas légèrement le taux des cotisations, on va mettre le régime en déficit. Et donc, une des solutions, en effet, c'est augmenter les cotisations, mais ça, le gouvernement s'y refuse. Et donc, pour lui, sa variable d'ajustement, ça va être de baisser, bien sûr, les pensions. Alors, pour baisser les pensions, il a prévu donc un système toujours par répartition, mais cette fois-ci à points, qu'on appellera du coup à cotisation définie, et pas à prestation définie comme actuellement. Et il le vante en disant que, en effet, ce régime va être universel. Alors, universel, pourquoi pas, à la limite, hein, uniformiser l'ensemble, mais nous, ce qu'on revendique, c'est une uniformisation par le haut, et là, ce qu'il nous propose, c'est plutôt une uniformisation par le bas, hein, en ne tenant pas compte des spécificités des différents métiers. Alors, l'universalité, pourquoi pas, mais là, non. Plus simple, soi-disant, plus simple, oui, mais on ne pourra pas calculer sa retraite avant l'année où on prendra sa retraite, ce qui est quand même assez difficile pour programmer une cessation d'activité. Hein, donc, plus simple dans le calcul peut-être, mais pas plus lisible. Égalitaire, on verra que ça va creuser les inégalités entre hommes et femmes, qui sont déjà importantes. Hein, il y a 40% quand même de différence entre les pensions des femmes et des hommes au détriment des femmes. Hein, et puis, ça va creuser donc ces inégalités, et ça creusera également les inégalités entre les très riches et les très pauvres. Négocier, non. S'il y a eu 12 mois de concertation au cours desquels, en effet, M. Delevoye a convoqué différentes organisations syndicales pour leur demander quelles étaient les évolutions qu'ils souhaitaient, aucune des propositions de la plupart des syndicats, sauf peut-être celle de la CFDT, puisqu'elle revendique un système universel, n'ont été écoutées. Et puis, sans perdant, malheureusement, non, puisqu'on va le voir, tout le monde va être perdant, à l'exception peut-être de ceux qui auraient une carrière complète et des très bas revenus, qui, eux, se verraient accorder un minimum, on va le voir, 2000 euros, mais bon, pour 43 ans quand même de cotisation complète, c'est-à-dire que très peu de personnes ne pourront y avoir accès.
un système réformé, soi-disant, pour sauver le système par répartition. On l'a vu, il n'y a pas besoin aujourd'hui de réforme pour justifier un équilibre économique. Il suffirait tout simplement, à l'horizon de 50 ans, d'augmenter très légèrement le taux de cotisation, tout ça tenant parfaitement la route économiquement. Alors, aujourd'hui, comment ça se passe, comment est prévu, d'après le projet de loi, l'acquisition des points et leur retranscription en pension. Dans ce système universel, la cotisation pour tout le monde, public, privé, indépendant, fonctionnaire, agriculteur, tout le monde cotiserait à hauteur de 28,12%, avec 40% pour le salarié, soit 11,27%, et 16,85% pour l'employeur. Vous vous souvenez de la fiche paye? Eh bien, dans la fonction publique, pour l'instant, nous cotisons à hauteur de 11,1%. Donc là, on le voit que la part salariée augmenterait de 0,17%, donc le salaire net baisserait. Et la part employeur, qui était supérieure à 74%, là baisserait jusqu'à 16,85%. Qui va payer la retraite des fonctionnaires? Titrait le journal du SNESUP en octobre. Il est très probable, en effet, que là, l'État organise son désengagement vis-à-vis de la retraite et des pensions des fonctionnaires, et que ce trou, parce qu'il s'agit vraiment d'un trou, qui se montrait à hauteur de 50 milliards quand même à terme, va se creuser progressivement. Et d'ailleurs, dans le projet de loi, l'article 18 prévoit en effet ce désengagement progressif sur 15 ans, à savoir au rythme de moins 3 milliards de financement par an. Donc on le voit, la baisse vraiment du financement déjà des pensions par l'État est organisée. Alors, pour ces 28,12% donc de cotisation, 10% reviendrait pour financer les mécanismes de solidarité. Aujourd'hui, on est à peu près à 20% dans les mécanismes de solidarité, donc il y aurait quand même une moindre solidarité qu'aujourd'hui. Et donc 25,31% du salaire brut, serait affecté à l'achat de points, et donc pour les caisses des pensions et des retraites. Et puis, donc, ces 25,31% du salaire brut permettraient d'acheter des points selon la valeur d'acquisition du point, et le jour où on partirait en retraite, selon la valeur de restitution du point, on aurait donc un calcul de la pension. Alors, il y a quand même un deuxième dispositif qui est inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, tous les salaires jusqu'à 8 fois le plafond de la sécurité sociale, qui est à peu près de 3 377 € brut, donc on va dire jusqu'à 27 000 € de revenus mensuels, aujourd'hui tout le monde cotise. Là, le gouvernement prévoit de baisser ce plafond à 10 000 € mensuels, soit 120 000 € par an, et donc que tous ceux qui ont un revenu supérieur à 10 000 € par mois cotiseraient uniquement sur la partie solidarité, à savoir les 10%, soit 2,81% de leur salaire brut, et n'auraient pas aussi, seraient exclus du système de répartition par points. Donc on pousse vraiment tous les très hauts salaires, des très hauts cadres, vers la capitalisation, puisqu'on les exclut complètement du système. Donc là aussi, est-ce qu'on accepterait la même initiative pour, par exemple, les hôpitaux, en disant non, finalement, les très hauts salaires, ils n'ont qu'à aller dans les cliniques privées et ne plus bénéficier du système de soins de l'hôpital. On le voit, c'est un système à plusieurs vitesses qu'on est en train d'organiser, avec en effet des super citoyens qui, de par leurs revenus, eux, ne bénéficieraient plus des services publics. C'est un modèle de société auquel, pour notre part, nous ne souscrivons pas. Alors, plus précisément, maintenant, le calcul selon la valeur d'acquisition et la valeur de restitution.
actuellement, dans le rapport de Levoy, et c'est ce qui est retenu également dans le projet de loi, la valeur d'acquisition de points serait fixée à 10 euros, c'est-à-dire que ce serait donc 25,31% du salaire brut mensuel divisé par 10, qui donnerait le nombre de points acquis dans le mois. Et en fin de carrière, tous les points acquis pourraient être restitués selon une valeur de restitution aujourd'hui fixée à 0,55 euros. Et donc, ça donnerait le montant de la retraite annuelle. Donc, on le voit avec ce rapport, 10 et 0,55, qu'on prévoit que le système serait à l'équilibre si les personnes restent en retraite 19 ans. Mais on voit aussi que le point, la valeur du point pourra varier dans le temps, que ce soit la valeur d'acquisition ou la valeur de restitution. Et ça, le gouvernement explique que pour justement équilibrer le système, ces valeurs-là varieront en fonction de l'espérance de vie de la génération qui part en retraite, afin justement d'ajuster la durée de cotisation, la durée de pension perçue, prévisible en fonction de la durée de vie, avec le nombre de points à restituer pour la génération. Donc d'une génération à l'autre, la valeur du point peut varier. Et si on a la malchance d'être dans une génération qui est nombreuse et qui en plus a une espérance de vie éventuelle assez longue, eh ben on aura une retraite moins grande que l'année suivante, si la génération, cette fois-ci, qui part à sa retraite cette année-là, est moins nombreuse. Voilà, donc impossible vraiment de prévoir. C'est un système uniquement par cotisation définie et non pas par prestation définie. Rebonjour, donc nous allons poursuivre dans cette deuxième partie la présentation donc, du système actuel des retraites et sa comparaison avec le système de retraite à points et ses conséquences pour les fonctionnaires et spécifiquement pour les enseignants et enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Donc le gouvernement a beaucoup de mal à faire des simulations et il est d'autant moins empressé de le faire qu'en Belgique, quand le gouvernement belge a tenté il y a un an de faire passer également sa retraite à points, eh bien ce sont les simulations qui ont permis la mobilisation et la compréhension aussi du nouveau système par l'ensemble des citoyens belges. Et de par les mobilisations qu'il y a eu, ils ont pu justement faire échec à la mise en place de cette contre-réforme. Alors, nous, au SNESUP, nous avons essayé également de faire des simulations. Alors, les simulations que nous avons faites, c'est de comparer le système actuel, donc de calcul de la retraite d'un agent, avec le calcul de sa retraite, si depuis le début de sa carrière, il avait cumulé des points aux tarifs auxquels ils sont vendus et restitués dans le projet de loi actuel. Donc, on le voit, par exemple, sur le premier exemple, une femme, maître de conférence avec 3 enfants, qui a toute sa carrière complète à 62 ans. Donc, si elle décide de partir à cet âge-là, avec un âge pivot à 64 ans, eh bien, elle aurait une perte de pension brute de 42%, avec moins 1540 euros de perte mensuelle. Normalement, elle aurait dû avoir une retraite autour de 3500 euros. Et là, elle aura plutôt une retraite autour de 2000 euros. Exemple 2, un homme, cette fois-ci, maître de conférence, qui décide de prendre sa retraite à 66 ans pour ne pas avoir de décote, et avoir donc une carrière complète. Il aurait cette fois-ci une perte de pension brute de 33,5%, soit près de 1200 euros de perte mensuelle. Et au lieu d'une retraite aussi également autour de 3500 euros, il aurait donc une retraite autour de 2300 euros. Une femme, professeure d'université, sans enfant, qui décide de partir à 64 ans, aurait une perte brute, elle, de 33%, soit près de 1000 euros de perte mensuelle.
Un professeur agrégé de 62 ans, enfin, un professeur agrégé qui déciderait de partir à 62 ans, aurait une perte de pension brute, lui, de 22%, soit 543 euros. Et enfin, une femme, professeure certifiée, avec 3 enfants, qui elle aussi aurait toutes ses annuités à 62 ans et déciderait donc de partir à l'âge légal, aurait une perte de pension de près de 50%, avec moins 1891 euros de perte mensuelle. C'est entre autres dû à la moindre prise en charge des enfants. Alors, tous ces exemples-là ont été faits avec donc les nouvelles grilles de la fonction publique, dite PPCR, et avec un taux de prime forfaitairement fixé à 10%, ce qui est dans la moyenne, on va dire, des enseignants du supérieur, compte tenu du fait que dans ce qu'on appelle, dans ces salaires accessoires, on a à la fois les primes en tant que telles et également les heures complémentaires. Alors, on peut synthétiser l'ensemble de ces pertes, puisque aujourd'hui, les pensions s'échelonnent, on va dire, entre 2500 et 3500 euros. Là, elles s'échelonneraient plutôt entre 1500 et 2500 euros. Il faudrait attendre plus de 70 ans pour atteindre parfois et dépasser les 2500 euros de retraite brute mensuelle. Par exemple, un Prague recruté à 24 ans, il faudrait qu'il ait, pour avoir 2500 euros de retraite, il faudrait qu'il atteigne 67 ans. Et même 69 ans pour un maître de conférence recruté à 34 ans, reclassé au 4e échelon et passé à la hors-classe à 49 ans. Donc, c'est des pertes qui sont colossales, qui peuvent mériter en effet un investissement dans la grève. On le voit, si on le sait, sous forme de pourcentage. Bien sûr, ceux qui perdent le plus, ce sont les professeurs de classe exceptionnelle, les professeurs première classe, puisque la variation de salaire au cours de la carrière s'effectue plutôt en fin de carrière. C'est là qu'on va avoir des promotions, c'est là qu'on va passer les échelons plus vite, avec les échelles de lettres en fin de grille. Et que quand on calcule la retraite sur les 6 derniers mois, c'est beaucoup plus, dans ce cas-là, avantageux que sur l'ensemble de la carrière, où là, évidemment, on a un aplatissement des différences entre les différentes carrières, qu'elles soient les carrières de maître de conférence, de professeur agrégé, de professeur certifié, et bien sûr de professeur d'université. Donc les pertes, elles s'échelonnent entre 25 et 44%, sachant que là, tous ces calculs-là ont été faits sans enfants, contrairement aux simulations précédentes. Dans la fonction publique, nous n'avons pas que des titulaires, on a également des enseignants contractuels, et d'ailleurs pour eux, comme pour les cadres en général, le taux de remplacement qui, si aujourd'hui, pour quelqu'un qui serait né en 1961, tourne autour entre 73 et 76%, avec le système, avec la même carrière, mêmes conditions pour son fils, lui né en 1990, donc concerné bien sûr par la retraite à points, lui sa pension ne représenterait plus que 56% de son dernier salaire, soit une perte quand même de 17%. Pour les fonctionnaires également de catégorie B ou même C, on passerait d'un taux de remplacement autour de 64% à 54% de taux de remplacement, soit une baisse cette fois-ci de 10%. Au système actuel. Alors, le gouvernement dit qu'il y aurait en effet des gagnants, entre autres celles et ceux qui ont eu des carrières très hachées, mais néanmoins complètes, puisque pour bénéficier de ce minimum, il faut avoir une carrière complète. Donc, ils garantissent 85% du SMIC, soit 1 000 euros,
ce qui est quand même une garantie assez faible, puisque le taux de pauvreté actuellement est autour de 1 050 € par mois. Donc quand même, on leur garantit une retraite en dessous du seuil de pauvreté. Pour notre part, syndicalement, nous, ce que nous revendiquons, c'est aucune retraite en dessous du SMIC. Voilà, pour avoir justement une vie digne après la retraite. Cependant, là, on n'en est pas là, puisqu'on est à 85%, et avec 43 annuités, quand même, pour pouvoir y en bénéficier. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au SMIC à 43 annuités, il a d'ores et déjà une retraite autour de 980 € par mois. Donc finalement, ce bénéfice promis par le gouvernement est un avantage vraiment minime. Enfin, €, c'est pas négligeable, mais c'est quand même pas de quoi se réjouir, et de quoi faire des folies avec ce salaire. Pour les carrières longues, là encore, il serait normalement de pouvoir bénéficier d'un départ anticipé en deçà de 62 ans, pour ceux, par exemple, qui ont commencé à travailler à 16 ans. C'est envisagé par la méthode, mais très difficile aussi à mettre en œuvre. Et puis, surtout, la plus grande inégalité, c'est l'inégalité femmes-hommes, puisque les femmes seraient les premières victimes de cette réforme de retraite par points, avec entre autres la diminution des droits de réversion. Aujourd'hui, l'écart il est de 40% entre hommes et femmes au niveau des pensions et des retraites, mais quand le mari décède et que la femme peut bénéficier de la réversion, dans ce cas-là, l'écart passe à 24%. Donc là, voilà, il y a quand même un rattrapage important qui serait remis en cause par le calcul de la pension de réversion dans le projet de loi. Le fait de prendre en compte également l'ensemble de la carrière et non plus les meilleures années, prendre 25 années sur 43, c'est pas la même chose que prendre les 43 années avec les périodes, les premiers jobs où on n'est pas très bien payé, avec les périodes de chômage, avec les périodes de maladie, avec les périodes de congés parentaux, etc., pendant lesquels on cotise peu ou de manière très réduite. Là encore, les femmes seraient les plus touchées. La diminution des droits familiaux également, puisqu'aujourd'hui, dans le privé, on bénéficie quand même de 8 trimestres par enfant, 4 dans le public. Mais on peut aussi bénéficier quand même d'une revalorisation à partir de 3 enfants à raison de 10% par an. Là, tout ça, c'est supprimé et remplacé simplement par 5% par enfant et 7% au 3e enfant. Bon, c'est très en deçà du système actuel. Et puis, quant à la compensation des pertes massives de pension pour les fonctionnaires, le fait d'intégrer les primes au niveau de cotisation du salaire indiciaire défavorise encore les femmes, puisque cette mesure accentue les différences, puisque les femmes perçoivent moins de primes en moyenne que les hommes. Alors, il y aura bien sûr une période de transition pour tous ceux qui sont nés entre 1975 et 2004, puisque ceux qui commenceraient à travailler en 2004, ceux qui sont nés en 2004, pardon, quand ils commenceront à travailler, passeront directement dans un système à points, alors que ceux qui sont nés à partir de 1975 ont commencé déjà à travailler avant 2025, et eux, en général, donc bénéficieront de l'ancien régime de retraite et du nouveau. Donc, quand ils partiront à la retraite, auront un prorata entre les deux. Alors, ce système à points, on en connaît déjà les conséquences, puisque c'est le système suédois. Et la Suède, quand elle a décidé d'adopter ce système pour des raisons économiques aussi, d'ajustement entre les pensions versées et les cotisations perçues, a vu son taux de pauvres chez les retraités exploser. Et aujourd'hui, il est de 14,9% pour
ce qui concerne donc les seniors de plus de 65 ans en dessous du seuil de pauvreté. En France, on a encore la chance d'avoir seulement 8,3% de nos seniors de plus de 65 ans qui sont en deçà du seuil de pauvreté. C'est le taux de pauvres parmi les seniors le plus bas d'Europe après la Norvège. Et c'est grâce justement à ce système de répartition et entre autres au taux de remplacement autour de 75% qui garantit justement une retraite digne. Ce qui n'est plus le cas avec les retraites à points, où là, on a des systèmes vraiment qui paupérisent et qui diminuent fortement les retraites. On le sait de toute façon, puisque le nombre de retraités va augmenter et qu'on ne se prévoit pas ni d'augmenter les cotisations, ni d'augmenter la part du PIB, bien sûr, consacrée à ces retraites, puisque le gouvernement veut la fixer à 14%. Pourquoi vouloir diminuer les retraites alors que, on le voit sur cette avant-dernière slide, le niveau des retraités est modeste. Aujourd'hui, la retraite moyenne, brute, elle est autour de 1 400 € par mois. C'est pas... Et le salaire médian, c'est-à-dire celui qui sépare 50% des Français qui gagnent plus et 50% des Français qui gagnent moins, est autour donc de 1 800 € par mois, avec une très grande différence entre hommes et femmes, puisque la retraite moyenne brute des femmes est autour de 1 070 €, donc presque au seuil de pauvreté, et la retraite moyenne brute des hommes est autour de 1 740 €. C'est plus pour les retraites et les pensions de la fonction publique d'État, puisque la fonction publique d'État a un pourcentage de cadres beaucoup plus important. Si on regarde la répartition également du niveau des pensions parmi l'ensemble des retraités, on a 26% quand même des pensionnés qui touchent moins de 800 € par mois. Et on a 31% des retraités qui gagnent plus que 2 000 € de retraite par mois, dont seulement 6% au-delà de 3 000. Donc on n'a pas non plus des pensions et des écarts très très importants sur les retraites. En effet, il faut faire un effort important sur les plus petites retraites, mais on le voit globalement, il n'y a pas de salaire mirobolant. Alors, aujourd'hui, pour la FSU, des financements existent. Pour avoir un haut niveau, pour maintenir un haut niveau de prestation et justement le garantir également pour toutes et tous, quels que soient les accidents de la vie et les accidents de la carrière. Accroître les ressources des régimes de retraite de 4 à 5 points de PIB d'ici 2050, c'est possible et c'est même souhaitable. Pour ça, il suffirait d'augmenter de 0,16 points par an les cotisations, par exemple, d'avoir plus de personnes dans l'emploi, donc une véritable politique de lutte contre le chômage, également une politique d'emploi dans la fonction publique, et non pas une politique de réduction de ces emplois de fonctionnaires, une taxation également des revenus financiers et du patrimoine pour élargir l'assiette également des cotisations, puisque ces revenus pour l'instant échappent justement à la solidarité nationale. Supprimer également les niches sociales, toutes les exonérations et les aides qui aujourd'hui servent plutôt à majorer les profits. La Cour des comptes estime quand même à 90 milliards le montant des exonérations de ces niches sociales, comme le CICE, le pacte de responsabilité, etc. Soumettre toutes les cotisations toutes les rémunérations au même taux de cotisation, ça peut être le cas aussi de la fonction publique pour les primes, donc ça c'est une autre possibilité, ou intégrer bien sûr aussi les primes dans le traitement, instaurer une cotisation sur les revenus financiers des entreprises, et puis augmenter bien sûr la part de PIB consacrée aux pensions. En choisissant parmi l'ensemble de ces possibilités, on peut sans problème revenir à un âge légal de départ à la retraite de 60 ans sans décote ni surcote, d'assurer 75% de taux de remplacement entre la première pension et le
des 37,5 annuités acquises. C'est le retour des droits familiaux et une égalité entre public et privé là-dessus, en harmonisant bien sûr vers le haut. Hein, et c'est des fins de carrière aussi aménagées pour préparer justement ce second temps de la vie qui sont la retraite. Hein, la retraite, comme le disait Ambroise Croizat, ne doit pas être un mouroir, mais doit être un second temps de la vie, hein, indépendant des contraintes du salariat et du travail. La prise en compte des années également de travaux à l'étranger, hein, pour ceux qui font des post-docs en particulier en recherche, hein, et puis la prise en compte des années d'études aussi, pour ceux qui font des carrières longues, et c'est le cas bien sûr de l'ensemble des maîtres de conférences et des professeurs d'université, des chercheurs ou des chargés de recherche au CNRS et dans les différents instituts. La retraite, il faut la prendre jeune, il faut surtout la prendre vivant, et c'est pas dans les moyens de tout le monde, comme disait Hédiard dans Les Barbouzes. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a instruit, qu'elle vous a renseigné sur le système actuel et vous permettra de prendre position et, le cas échéant, je l'espère, rentrer dans la mobilisation pour combattre ce projet et obtenir son retrait. À bientôt.